Merci Edouard. Oui, alors je crois que nous sommes tous attachés à notre environnement proche, à nos paysages, à nos espaces naturels, à nos vignobles, à nos champs. Et je pense que vous êtes comme moi aussi sensibles à l'économie qui peut s'y développer et à l'emploi qui en découle. Grâce à nos vins, à notre huile, aux fruits et légumes et bien d'autres productions qui méritent d'être encouragées. Et aussi grâce au tourisme rural qui s'y rattache. Alors, il est clair que dans cet ensemble, l'agriculture a une place particulière. Je vais vous donner quelques chiffres un petit peu pour se situer. La commune du Bossé couvre un peu plus de 3500 hectares. Là-dessus, le potentiel estimé agricole est d'un peu plus de 1000 hectares. Et ça, c'est sur le papier. Et en fait, la surface réellement travaillée aujourd'hui est d'à peine un peu plus de 300 hectares. Donc même pas le tiers du potentiel réel. Et c'est en grande partie des vides, comme vous le savez. Il y a aussi des zones naturelles qui sont classées L dans le PLU, qui sont très étendues sur la commune. Alors l'agriculture y est possible, du moment que ces parcelles ne sont pas classées en espaces boisés classés. Les EEPC, que certains d'entre vous connaissent peut-être, où là, rien n'est quasiment possible. Or, une grande partie des zones N sont classées en EPC. Donc notre potentiel agricole est vraiment sous-valorisé. Je vais prendre un autre exemple, c'est par rapport aux appellations d'origine viticole. Vous savez qu'on a deux appellations sur la commune, les Côtes de Provence et le Bandol. Alors sur le Bossé, tenez-vous bien, sur le papier, l'aire officielle en Côte de Provence représente 518 hectares. Mais sur ces 518 hectares, il y en a à peine une centaine qui sont vraiment plantés et en production. Donc c'est à peine 20% du Côte de Provence qu'on pourrait produire. Et pour le Bandol, c'est encore pire, puisqu'on a potentiellement 624 hectares, et c'est à peine 112 hectares, donc 18% du potentiel Bandol sur la commune qui sont en production. Alors, une partie sont dans des zones difficiles d'accès, bien sûr, en pente difficile à aménager, mais quand même, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc, sans compter tout le soutien que nous apporterons aux porteurs de projets agricoles qui iront dans le sens du respect de l'environnement et de l'humain, nous voulons intervenir sur deux volets particuliers que je vais aborder maintenant. Donc ces fameux EBC, les espaces boisés classés, il faut savoir qu'à part certains massifs forestiers qui sont un peu loin du village et de la plaine, la forêt qui nous entoure actuellement n'est pas la végétation historique des siècles passés. Elle a envahi ces secteurs du fait de la déprise agricole qui a suivi les deux guerres et l'exode rural qui s'en est découlé. Les bancas ou les draps que vous connaissez quand on monte vers les collines sont des vestiges d'une occupation agricole ou agro-pastorale passée dans ces zones-là. Et avant la dernière guerre, presque tout l'espace était utilisé et valorisé. Hélas, aujourd'hui, de nombreux secteurs ayant un potentiel agricole sont classés en espaces boisés classés, donc EBC, et rien n'est possible pour couper le moindre arbre. Vous savez, il faut demander une autorisation, il faut avoir des dérogations. Donc nous proposons de revoir le zonage, en partie, pour reclasser en agricole certains de ces secteurs, actuellement classés en EBC. Alors soit qu'il s'agisse de zones couvertes par les AOP, Côte de Provence et Bandol, soit de certaines zones boisées qui sont proches de secteurs construits actuellement, et qui, en basculant donc sur une zone agricole, pourraient servir de zone pare-feu par rapport aux incendies. Rappelez-vous de l'incendie de 2001 qui avait fait des ravages et qui était venu très très près des zones habitées et construites. Un deuxième outil sur lequel on voudrait intervenir aussi, c'est ce qu'on appelle les ZAP, les zones agricoles protégées. Alors, le classement d'une zone agricole en ZAP permet de protéger les terres cultivées de l'urbanisation et de limiter les effets de la spéculation foncière. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une forte pression sur le foncier. On est dans le sud, il y a du soleil, tout le monde veut venir, tout le monde veut construire, mais à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'il y ait encore un peu de terres agricoles autour de chez nous pour leur aspect production et paysager. Donc les ZAP, je vous passe le côté procédure parce que c'est assez complexe et long et lourd à mettre en place, mais une fois qu'une ZAP est constituée, c'est beaucoup plus contraignant pour revenir en arrière et en faire des zones urbanisables. Donc ça protège quand même le potentiel de production de notre village, de notre commune. On a un exemple pas loin d'ici, à Roquebrussan. Dès 2013,
ils ont mis en place la première ZAP du Var d'ailleurs, qui couvre à peu près 30% de la surface de la commune. Donc nous proposons de créer une ou plusieurs secteurs ZAP, donc, dont la réglementation est stricte et contraignante, afin de préserver sur le long terme la vocation agricole. Mais il ne suffit pas de créer comme ça artificiellement une zone en disant voilà, on a une ZAP, on est content. Il faudra aussi encourager et développer des projets agricoles et c'est ce que nous ferons. Alors, il faut noter que les ZAP sont un levier de la politique foncière de la région PACA. Donc la région PACA les encourage, finance leur mise en place, et parce que pour la région, c'est un outil de développement de la politique foncière, et à l'avenir, ce sera aussi un élément de justification pour des aides financières individuelles ou collectives dans le domaine agricole. Pour information, la région PACA, jusqu'ici, a mis en place plus de 11 500 hectares de ZAP dans les différents départements. Il y en a encore 3 000 qui sont en projet. Donc, on s'attellera à cet aspect-là. Donc, ce que nous voulons, c'est préserver et renforcer notre potentiel agricole pour, d'une part, conforter notre viticulture, qui est importante, qui est primordiale, mais aussi développer la production de fruits et surtout de légumes locaux, ceci le plus possible en bio et en circuit court. Je vous rappelle, et Sandrine en a parlé tout à l'heure, la loi EGalim, qui est issue des États généraux de l'alimentation, donc, demande à ce que les services de restauration collective, et en particulier les cantines scolaires, proposent à partir du 1er janvier 2022, donc c'est très bientôt, au moins 50% de produits de qualité et durable, donc avec des certifications ou des labels, et donc au moins 20% de produits biologiques, les fameux produits que Sandrine a décrit tout à l'heure. Alors nous disons pourquoi pas les produire le plus possible ici chez nous, et c'est dans ce sens que nous aurons mené notre action dans ce domaine. Je vous remercie.